Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, je suis très heureux de vous avoir nombreux chez vous pour cette émission Droit à la parole. Voilà de nombreuses années que nous sommes ensemble dans la compréhension des faits sociaux, mais surtout des faits politiques. La vie d'une nation, ça se construit autour des institutions, et les institutions sont animées par des hommes. C'est donc à la découverte d'un homme que je me suis déplacé pour venir écouter et suivre sa démarche pour la comprendre. Des fois, de loin, on ne comprend pas très bien qu'est-ce qui peut motiver l'action d'un homme politique. Il faut donc aller vers lui pour pouvoir saisir qui il est, comment il fonctionne, mais surtout comment il agit dans tel ou tel sens. C'est pourquoi je suis aujourd'hui ici dans la province du Bas-Congo. Nous sommes ici à Matadi, capitale provinciale, où je suis reçu par le numéro 1 de la province. C'est lui qu'on ne présente plus, c'est lui qui est déjà aujourd'hui presque une célébrité nationale, Déon Koussou, gouverneur de cette province aujourd'hui. Je suis donc venu le voir parce que j'ai tellement entendu de choses, tellement lu de choses qu'il fallait, d'abord pour ma propre personne, je puisse en comprendre le sens, mais surtout pour vous aussi, qui faites confiance à moi et à mes analyses. Monsieur le gouverneur, merci donc de me recevoir. Bonjour. Merci. Je suis heureux qu'on fasse cette émission pour la première fois. Certainement que j'aurai la chance d'avoir vos réponses franches. Et je vous demande donc d'être à l'aise. C'est une émission sans tabou, évidemment en toute responsabilité. Mais vous êtes un homme politique et la première question que je pose souvent aux hommes politiques, c'est mais comment êtes-vous arrivé en politique? C'est la première question que je vous pose. Qu'est-ce qui fait que vous soyez un homme politique, et non un prêtre, et non un militaire, et non un footballeur? Vous avez décidé de consacrer votre vie à la politique. Qu'est-ce qui est à l'origine? Je crois que sans fausse modestie, je peux dire que je suis arrivé dans la politique grâce à mon père, involontairement dans un premier temps et volontairement dans un second temps. Involontairement, simplement parce que papa a été un grand militant au sein de la BACO. Et d'ailleurs, ma mère m'a toujours dit qu'il vendait des cartes, elle aussi, quand nous habitions Bandal, dans les années 60. Et papa a été chef de secteur de 61 à 62. Papa a été élu député national de la BACO en 1965, sur la même liste que le président Kasavubu. Donc la BACO n'avait que 3 députés, Joseph Kasavubu, Koussou Philippe, ou Philippe Koussou et Colin Michel, donc, qui deviendra plus tard Landou Pemba. Et de 70 à 75, mon père a été député désigné par le MPR. Là-bas, il avait fait complètement le mandat. Et donc, je crois que c'est moi qui écoutais les informations, parce qu'à l'époque, on n'avait pas autant de télé, et autant de radios. Donc il fallait absolument suivre les informations. Et encore, je fus, grâce à ça, un grand consommateur de prestations de serment. Et chaque jour, quand papa revenait du travail, il ramenait un exemplaire de Salongo, un exemplaire de Lima, et chaque lundi ou chaque mardi, Jeune Afrique. Donc à 13 ans, 14 ans, là où les jeunes gens se battaient, les jeunes gens d'un certain standing se battaient pour aller découvrir Maïelika. Moi, j'étais dans Jeune Afrique. Et donc, on peut dire, comme Obélix, que vous êtes tombé dedans quand vous étiez enfant. Bien sûr. Et j'ai commencé RFI au 74, 75, je ne sais pas, je crois, RFI déjà. Et j'avais suivi le combat Ali Foreman. J'étais en Gomeloutete, dans le Bas-Congo, dans le territoire de Mbanzangungu, à 3 km de Gombe-Matadi. Et j'avais suivi le combat Ali Foreman sur la Voix de l'Amérique, que j'écoutais déjà à l'époque. Donc, on peut dire que vous avez été prédisposé, préparé par les parents pour ce chemin politique. Mais évidemment, ça, c'est l'habitude, c'est l'éducation, c'est l'environnement. Mais à quel moment la conviction personnelle commence à se décider? À quel moment la décision vient? Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous étiez le seul enfant de la maison. D'autres frères et d'autres sœurs ont certainement vécu dans le même environnement. Mais tous ne sont pas devenus des hommes politiques et des femmes politiques. Bon, d'abord, moi, je n'ai que des sœurs.
Et donc, mon père voulait faire de moi absolument un avocat, une chose que je n'ai pas acceptée. La preuve, c'est que après mes études secondaires en 1978, je suis allé faire un petit tour à Lubumbashi et où je me suis découvert homme. Mais comme on m'avait dit qu'il n'y avait pas de toilettes à l'université, je suis parti de là, aussi simple que ça. Et je suis rentré à Kinshasa, un petit tour à Mariengwabi, où j'ai des cousins qui enseignent là-bas. J'ai refusé de prendre la nationalité de Congo-Brazzaville. Et puis je suis allé en Europe en 1981. 82, je vais m'inscrire à l'université Paris 7, où j'ai fait les études d'histoire. Après la licence, je suis allé à Paris 7, à Paris 2, communément appelé Assas, où j'ai fait les études de sciences politiques et où j'ai rencontré Thomas Louaka et Toussaint Tshilombo, qui m'ont connu là-bas. Évidemment, vous avez fait l'histoire et donc des personnages historiques vont apparaître dans votre conscience et vont alimenter votre vie parisienne. Et là, on voit aujourd'hui dans votre profil un mélange de beaucoup de personnages. Vous êtes en même temps un Lumumba par les lunettes, un Malcolm X par la minceur. Vous êtes un peu quelqu'un comme une forme de personnalité révoltée, quelqu'un qui porte en lui un feu. Oui, quelque part un peu. Moi, j'ai le sentiment rebelle. Je vous assure qu'à 12-13 ans, mes parents sont tous les deux kimbanguistes, parce que mon père a été président général de la jeunesse kimbanguiste. Et moi, me trouvant dans la province du Bas-Congo à Kipaku, non loin du village de Tataonda, pour ceux qui connaissent un peu le territoire de Madimba, je vais recevoir ma première communion là-bas, le plus simplement du monde. On m'envoie simplement comme catholique, alors que toute ma famille était déjà à l'époque kimbanguiste. C'était ma première rébellion, c'est-à-dire un homme libre qui ne fait pas forcément les choses. À 12-13 ans, vous pouvez aller vérifier. Je reçois ma première communion aux grandes dames de mon père qui n'acceptent pas ça. Et puis, mais voilà, c'est parti. Mais le déclic chez moi en politique, pour revenir un peu à la question de tout à l'heure, c'est que en 80, je suis chez nous et d'abord les 13 parlementaires. Mais moi, pas forcément les 13 parlementaires, mais un homme qui soutient les 13 parlementaires quelque part, un certain Papa Zolana, qui habitait l'Ipène sur Pumbo. Si vous posez la question à mes amis, ceux qui ont grandi avec moi, ils n'ont pas forcément la même approche. Ce monsieur décide, c'est député national, confortablement élu en Galima, à Lukunga donc, je crois, décide de voter contre la levée de l'immunité parlementaire des 13 parlementaires. On va décider pour lever l'immunité afin de les reléguer. Moi, cet homme, je le trouve extraordinaire. Et mon rêve, c'est de devenir un grand bourgmestre comme Papa Zolana. Deuxièmement, je suis aussi dans le même quartier que Makanda, dont les filles étudient avec mes sœurs. Je vois déjà ces injustices. Mais le jour où vraiment ça a tourné dans ma tête, c'est le jour où j'ai vu un lieutenant, ancien lieutenant, diplômé en pharmacie, le main derrière le dos, simplement parce que sa femme avait porté un pantalon. Pourquoi j'ai dit ancien lieutenant? C'est quelqu'un qu'on a fait partir de l'armée, je crois en 1975, avec l'histoire de Kaloumé, un homme très intelligent, qui était une référence pour moi en matière d'intelligence. Et voilà, je me dis, mais pourquoi autant de problèmes, pourquoi autant d'injustices? En plus, parce qu'il est kassaïen. Vous voyez, moi, je suis du Bas-Congo. Ça m'a complètement révolté. Et heureusement, pendant qu'on le ramenait chez lui, certainement pour le rançonner, mon père qui arrive, officier de l'Ordre national du Léopard, parvient donc à faire partir ces gens-là. C'est là le déclic, les chansons de Bob Marley après, et je vais en Europe. Évidemment, il y a le 13 parlementaire, il y a l'arrivée de François Mitterrand en 81, il y a la France qui bouge. Vous êtes donc à Paris et vous étudiez l'histoire et vous faites aussi les sciences politiques, mais en même temps, vous êtes reconnu comme un activiste. Vous êtes déjà très bien connu comme un activiste. Oui, en 80... Votre engagement, pourquoi vous vous engagez en politique à l'extérieur? Votre père est quand même, on peut dire, un dinosaure, un homme du système. Non, mon père n'a jamais été dinosaure. Si je vous apprends que mon père est d'origine aussi syndicale, ceux qui ont connu... Mais il est quand même membre du système à l'époque. Il est quand même quelque part dans la périphérie du système, en fait. Dans le système, n'ayons pas peur des mots.
Donc, moi, en 82, je vois débarquer dans mon université un groupe des jeunes étudiants congolais, zaïrois à l'époque, l'UNES, l'Union nationale des étudiants zaïrois, très à gauche, alors qu'ils chantaient l'international socialiste avant de commencer leur réunion. L'international socialiste, c'est la lutte finale, vous voyez un peu, Staline. Alors que moi, je suis de nature socialiste. Finalement, je veux me mettre avec eux et nous avons comme maître, quelque part, une référence, un certain Moulemba Jean-Baptiste, le premier directeur général de l'OBEMA. Qui va nous faire découvrir en 84 un certain Laurent Désiré Kabila avec l'attaque des MOBA, je crois, qui nous fait faire même une cotisation. Mais bon, moi, finalement, je vais dire à mes amis que moi, je me rapproche de l'UDPS. Et je commence donc ces combats. C'est là où je vais être découvert par un certain Mwamba Chishimbi, qui me remarque en 1986, parce que j'avais une façon particulière de parler. Il pensait même que je faisais déjà ma thèse. Et en 89, ma première interview avec Jean-Marie Kassamba, qui pensait aussi, à tort ou à raison, que je parlais très bien dans des réunions politiques. Voilà comment est parti mon engagement jusqu'à terminer comme représentant adjoint de l'UDPS en France. Nous essayons de comprendre votre parcours, de comprendre les ressorts de votre action politique, parce que de toute façon, un homme est une trajectoire. Et des fois, il faut connaître la trajectoire pour connaître les actions d'aujourd'hui. Alors vous, évidemment, il y a la guerre qui arrive ici, Mobutu est parti, il y a la deuxième guerre qui crée le RCD, et puis vous revenez au pays. Qu'est-ce qui vous décide de revenir? Beaucoup de gens pouvaient rester en Europe, vous avez déjà terminé vos études, vous pouviez y travailler. Qu'est-ce qui fait que vous revenez? Je suis approché par les amis qui sont même aujourd'hui au pouvoir, et certains très brillants. Et j'ai dit, moi, je privilégie d'abord la politique. C'est comme ça que j'ai rejoint Goma seulement le 27 décembre 2002. 10 jours, je crois, après la signature de l'accord global et inclusif. Les Bakongos que je trouve là-bas me prennent pour un opportuniste, mais ça, j'ai connu dans l'UDPS. À chaque fois qu'il y avait retour à la légalité, on pensait que les autres venaient pour nous pour ravir nos pas. J'ai accepté et je me dis, je voudrais être un grand bourgmestre. Je reviens encore à ce Papa Zolana. Je veux être comme lui. Je veux être comme Luemba Mudinzanza à Angeli. Et c'est comme ça que je vais faire un stage de 3 mois à la commune d'Hermont-Aubonne. Et c'est lui qui va m'encadrer. Il est sénateur, maire, professeur d'université Hugues Portelli. C'est le directeur de thèse de Toussaint Chilombo. Pendant 3 mois, je lui pose la question, est-ce que je peux rentrer dans mon pays? Parce qu'au fait, pour moi, je voulais découvrir comment fonctionne une commune dans un système, dans un État décentralisé. C'est ça, en fait. Donc, quand je débarque ici, et comme Dieu sait bien faire les choses, mon mentor à Goma, c'est un certain Tarsis Abarougira. Il me dit, on verra ce que je vais avoir, comme on vous a refusé le siège de député et de sénateur, on verra ce que j'aurai, et tu peux venir travailler avec moi pour 200, 300 $. J'accepte, je dis oui, et heureusement pour moi, il va être nommé vice-ministre de l'Intérieur. Donc stage, vice-ministère de l'Intérieur. Directement dans la pratique, ce que vous avez appris. Voilà. Donc vous êtes au ministère de l'Intérieur comme conseiller? Conseiller auprès de... On dit Théophile Bemba, c'est là où j'ai connu d'ailleurs l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa, mon grand frère, parce que je l'ai toujours appelé grand frère, André Kimbuta. André Kimbuta a été conseiller de Théophile Bemba, oui, je me rappelle, et vous êtes conseiller auprès du vice-ministre. Dans l'ensemble. Alors qu'est-ce que vous apprenez rapidement sur le pays, sur le fonctionnement de notre État? Nous venons de la guerre, nous sommes dans un régime 1+4, post-conflit, et donc avec des nouveaux acteurs. Qu'est-ce que vous apprenez? Quelles sont les leçons que vous tirez à ce moment-là? Mais j'entre dans le bain, dans la commission, d'abord la commission financière du ministère, parce qu'à l'époque, les budgets, les provinces donc concoctaient leur budget et allaient le défendre devant une commission mise en place par le ministre Théophile Bemba. Et donc, membre de cette commission, en plus, j'étais membre de la commission qui avait rédigé l'avant-projet de loi sur la décentralisation. Mais là-bas, je rencontre un homme extraordinaire, l'un de mes prestigieux et lointains prédécesseurs, en l'occurrence
Makolo Djibikilai. Donc j'apprends. Vous pouvez vous en douter. Et notre actuel directeur, mon actuel directeur de cabinet adjoint, un certain M. Nzazi, qui a été pendant très longtemps dans la territoriale et qui a terminé sa carrière comme secrétaire général, que j'ai ramené ici. Évidemment, on a l'impression qu'il y a un coup du destin parce que du ministère de l'Intérieur, vous êtes devenu vice-gouverneur dans la province du Bas-Congo. Est-ce que vous vous y attendez? Je ne m'y attendais pas parce que j'étais... J'ai fait un voyage 3 mois avant d'être nommé vice-gouverneur. J'ai fait un voyage ici à Matadi pour découvrir la ville de Matadi parce qu'avant mon départ pour le pays, je m'étais arrêté simplement à Kimpese, où j'étais venu faire un examen. Vous n'êtes jamais arrivé? Jamais à Matadi. Je viens découvrir 3 mois avant Matadi. Je fais un petit tour en Europe. Eh bien, on m'appelle pour me dire que j'ai été désigné vice-gouverneur. Et voilà, vous êtes parmi les vice-gouverneurs qui ont fait le plus longtemps, il faut le dire. Vous êtes un doyen dans ce poste-là. 8 ans comme vice-gouverneur dans une province qui est la vôtre, une province qui est la porte d'entrée de notre pays, une province quand même assez complexe. Qu'est-ce qui fait que vous avez pu faire 8 ans là-bas? Qu'est-ce que vous avez fait pour rester 8 ans? D'abord, le premier mandat, c'est 2 ans et demi. Vice-gouverneur nommé. Prestation de serment et tous les tralala. 2006, je suis élu député provincial dans la ville de Matadi, qui venait de me découvrir il y a 2 ans et demi. J'ai fait 10 800 voix. Chose extraordinaire en dépit de la campagne négative que vous pouvez imaginer. C'est normal, c'est la politique. Et après, début 2007, je suis élu vice-gouverneur sur le même ticket que le gouverneur Mbachi. Et je vais faire 5 ans. Dans son mandat. Donc plus les 2 années et demie de la nomination, plus donc vous êtes un élu. Vous êtes donc dans cette province et vous travaillez comme vice-gouverneur. Est-ce que c'est un poste sous l'ombre? Est-ce que travailler sous 2 gouverneurs, parce que vous en avez connu 2? 3 gouverneurs. Est-ce que ça vous demande des adaptations? Est-ce que quelque chose en vous n'est pas freiné? Est-ce que vous êtes à l'aise dans ce poste? Comment vous faites pour survivre? Ma technique, elle était simple. Mon approche, ma façon de voir les choses, je me dis, vice-gouverneur, vous devez vivre avec votre gouverneur comme une femme qui vit avec son mari. Rares sont les femmes qui quittent leur mari parce que le mari a pris une deuxième femme. C'est-à-dire, il faut être un avaleur professionnel des couleuvres. Un avaleur professionnel de couleuvres si vous avez un gouverneur difficile. Mais moi, je dois vous dire franchement, j'en ai pas vraiment eu de difficile. Le gouverneur, ça paie à son âme. Ça a commencé un peu difficilement. D'abord, on lui avait dit que je parlais beaucoup. C'est la première des choses qu'il m'a dit avant même de me parler d'autre chose. Mais je lui avais expliqué simplement que mon nom de Koussou signifie perroquet. Et que perroquet, c'est la parole, mais heureusement pour moi, c'est la parole intelligente. Et puis après, j'ai connu un certain Jacques Mbadou comme gouverneur. Bon, lui, c'était pour 3 mois. Et après, il est parti et j'ai eu le gouverneur Mbachi et Bacha. Avec lui, comme il avait l'habitude de le dire, c'était d'abord une question d'éducation. Il ne faut pas surtout prêter oreille à vos collaborateurs. Parce que très souvent, c'est eux, ils ont dit et ils ont fait. Et pendant 5 ans, on a... Vous avez travaillé et jusqu'à ce que le gouverneur Mbachi a été élu député national. Et il faut passer aux élections. Vous avez fait 8 ans déjà comme vice-gouverneur. Qu'est-ce qui vous motive, vous, finalement, de vous présenter aux élections? Pourquoi vous décidez d'aller à ces élections de gouverneur? Au fait, moi, j'étais en train de terminer un mandat. Malheureusement, il n'y a pas de texte ici. Il n'y a pas eu de texte. On n'a pas donné la possibilité à notre pays d'avoir un texte pouvant nous permettre de prolonger le mandat. Donc, je suis en train simplement d'aller jusqu'au bout. Et je pense que j'ai été élu selon un programme. Et nous avons eu peu de temps, peu de moyens, en dépit de tous les efforts accomplis par le chef de l'État, parce que dans un premier temps, il nous a donné, en sus de ce que nous recevions comme rétrocession, toutes les provinces, d'abord la taxe sur la consommation. Consommation, en fait, sur la production locale.
Et aussi la taxe sur l'embarquement et les débarquements qui produit beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, quand vous avez déjà 800 000 dollars, malheureusement, si on gérait mieux cela, on arriverait même à 2 millions de dollars selon les experts. Je pense que le président nous a donné les moyens. Et donc je me dis aujourd'hui, comme gouverneur, je peux faire les choses autrement et essayer de rentabiliser ce que nous avons connu ou nous avons obtenu du président de la République. Et voilà, c'est ce qui me motive. Et aussi les goûts d'inachevé. Des goûts d'inachevé. Et je crois que c'est pourquoi maintenant j'essaye un peu de... Entre les goûts d'inachevé et le goût du pouvoir, où est-ce que vous mettez la nuance? Non, pas les goûts du pouvoir, c'est les goûts d'inachevé plutôt. Parce que je pense que... D'abord, vous prenez... Après les élections de 2011, il nous restait à peine 4 mois pour aller aux élections. Après, on nous a dit non, on prendra 5 mois. Après, vous comprenez? Donc, à chaque fois, et quand on est responsable, on n'accepte pas de venir diriger une province pour rester 6 mois. Parce qu'un gouverneur, pour être connu, il faut prendre au moins 2 ans. Je vous assure, pour qu'on puisse vous reconnaître dans la rue. Et d'ailleurs, moi, dans ce que je suis en train de faire, dans ce que ma vision, mon analyse et comment je prends cela, je considère que, au lieu de faire les choses à l'ancienne, c'est-à-dire le gouverneur prend des candidats qu'il met par-ci, par-là, aujourd'hui le gouverneur doit être capable de faire gagner même ces candidats par son apport personnel dans le territoire. Nous allons examiner cette question-là. Vous avez quand même accepté, vous êtes allé aux élections et ces élections ont donné des résultats. Aujourd'hui, il y a un contentieux électoral et vous êtes l'acteur principal de ces contentieux parce que vous êtes celui qui l'a effectivement suscité ce contentieux électoral. Je voudrais, en toute franchise, en toute sincérité, que vous puissiez me répondre, me dire qu'est-ce qui vous a poussé à contester ces élections, les résultats de ces élections. Qu'est-ce qui m'a poussé à contester? D'abord, ces élections n'ont pas été organisées dans le délai. Dans le délai, c'est-à-dire 30 jours après la démission du gouverneur. Après le départ du gouverneur Mbadji. Deuxièmement, c'est que tout le monde savait qu'au sein de notre Assemblée existaient des députés qui étaient invalidables. Conformément à l'article 110 de notre Constitution, dernier alinéa. Vous verrez, si vous avez un exemplaire de la Constitution, de notre Constitution actuelle, vous verrez. C'est les députés nationaux, les sénateurs ou les suppléants qui sont concernés. Donc, quand vous vous présentez au nom, avec une autre étiquette que celle que vous avez durant la législature, vous êtes réputé avoir renoncé au mandat obtenu, le mandat des parlementaires obtenu au nom du dit parti politique. Donc, ça ne concerne pas que les députés, ça ne concerne pas que les sénateurs et même les suppléants. Et Dieu merci, au sein de notre Assemblée, on nous a donné, on nous offre la jurisprudence. Cette Assemblée nous fournit la jurisprudence. C'est-à-dire, quand le vieux Kimassi meurt, l'Assemblée a refusé de valider son premier suppléant. Et c'est comme ça qu'on va invalider la deuxième suppléante, la deuxième suppléante, au motif que le monsieur qui était suppléant à Bako était candidat aux législatives au nom de notre parti. Donc voilà, et il y a eu au moins 3 aux législatives dernières qui s'étaient portés candidats au nom d'un parti différent de leur, mais malheureusement, ils n'ont pas été invalidés. Donc, ce n'est pas moi. Et même quand vous prenez les candidats vice-gouverneurs, donc quand il devient, dans un premier temps, il résiste au rappel à l'ordre du président Olivier, de l'honorable président Olivier Kamitatou, et après, il devient vraiment rebelle, indiscipliné, rebelle après, on ne fait pas appel, on ne recourt pas
à l'article 110 de la Constitution. Or, il était automatiquement frappé par cet article parce que l'invalidation est automatique. Donc, il n'aurait pas dû voter. On va essayer de démêler cette question parce qu'elle est au cœur peut-être des malentendus, peut-être d'une mauvaise perception. Voilà, les élections ont eu lieu, les résultats ont été proclamés. Vous les contestez pour une question constitutionnelle, si je comprends bien. Vous dites qu'il n'y a pas eu fraude, il n'y a pas eu bourrage des urnes. Les élections sont passées sur le plan technique normalement. Mais vous contestez parce que vous supposez qu'elles sont assises sur une violation de la Constitution. Je ne suppose pas. Ces élections, d'abord, dans un premier temps, n'auraient pas dû être organisées. 30 jours. Vous savez, c'est ça, vous l'avez déjà dit. Voilà. Et deuxièmement, l'inconstitutionnalité, c'est grave. C'est la Bible, c'est la mère des lois dans notre pays. Ce n'est pas une simple loi électorale qu'on peut réviser comme ça. Non, c'est la Constitution de la République démocratique du Congo. Et tout le monde le savait. Alors, l'inconstitutionnalité de l'élection est due par la CENI qui organisait les élections ou par l'Assemblée provinciale qui n'a pas respecté? C'est l'Assemblée provinciale. Je n'ai pas la CENI en face de moi. J'ai l'Assemblée provinciale. Il y a des députés qui ont voté irrégulièrement. C'est comme un match de foot. Alors, quand une équipe aligne un joueur qui n'est pas en règle, c'est les forfaits, même quand vous gagnez par 10-0. Les exemples pilules. On peut vous rétorquer en disant, mais si c'est vous qui avez gagné, vous allez accepter qu'on viole la Constitution pourvu que vous ayez le poste. J'aurais compris que mon adversaire aille à la Cour suprême. J'aurais compris cela. Et moi, je le savais. Quelques députés le savent. Mais vous savez, nous sommes devenus, pour certains d'entre nous, les rois du compromis et très souvent, on aboutit à la compromission. Alors, j'ai un peu l'expérience de combat de ces gens-là, le retour à la légalité. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Jusqu'en 1997, donc avant que l'ordre institutionnel change et jusqu'à aboutir aujourd'hui à la Troisième République, Dieu merci, nous avons fait ces combats-là, 92, 97, le retour à la légalité. Ce que je suis en train de demander, c'est le retour, simplement qu'on réalise la Constitution. On ne peut pas, un pays ne peut pas devenir grand si on s'assoit sur les textes, les lois, et de surcroît, et a fortiori, si on s'assoit sur la Constitution. Ce n'est pas Déon Koussou. Physiquement, tel que je suis là, je ne me sens pas violé. Mais c'est la Constitution de mon pays. Qu'est-ce que je suis quand la Constitution de mon pays est bafouée? C'est-à-dire que demain, on peut s'attendre, quand il y a des textes qui nous font mal et auxquels nous ne pouvons pas, ou qui peuvent nous contredire, qu'est-ce qu'on fait? On les révise. Et puisque je suis toujours dans des élections, moi-même, je me suis déplacé, je suis allé au ministère de l'Intérieur. Je suis allé voir un grand conseiller là-bas, le professeur Essambo. Il s'en souviendra. Il s'en souviendra. Oui. Je lui ai dit, Excellence, faites en sorte que vous puissiez donner au président de la République des instruments, un mécanisme pouvant lui permettre, susceptible de lui permettre de prolonger nos mandats. Parce que cela existe au Cameroun, parce que la France l'a fait en 2007. Le mandat des élus locaux arrivait à terme. 3 ans avant, on avait changé les codes, on avait modifié les codes électoraux pour permettre le report d'1 année. Donc ces reports-là aujourd'hui, donc nous sommes tous hors délai. Et voilà comment on en souffre. Si ailleurs cela ne fait rien, dans les Bas-Congo, cela fait mal. Et Dieu merci. Dans les Bas-Congo, il y a Déon Koussou qui y va au grain. Alors, dites-moi, c'est vrai que c'est une question très grave parce qu'elle touche la Constitution, mais c'est aussi vrai aussi que c'est une question qui, si elle est mal gérée, elle peut encore devenir plus conflictuelle qu'on ne le pense. Est-ce que vous êtes conscient d'être au cœur d'un grand enjeu? Vous-même personnellement, pensez-vous avoir soulevé un lièvre alors que c'est un lion en réalité que vous avez ouvert? Je suis responsable. La démocratie, on l'a fait ou on ne la fait pas. Ce que nous sommes en train de faire, ça entre dans le cadre de la justice électorale. Justice constitutionnelle. Donc, si on se met à bafouer sa constitution, parce qu'on veut être dans un certain confort, ben je vous assure, ce sera fini de la République démocratique du Congo. Moi, j'ai dit, quand il y a des articles, des paragraphes, des articles dans une constitution, des alinéas même,
qui peuvent être adaptés par rapport aux circonstances du moment, il faut que les législateurs congolais soient courageux. Les intelligences congolaises sont là. Pourquoi on pense que la Constitution, on ne doit pas la bouger? Vous trouvez normal, monsieur le journaliste, vous trouvez normal que les gens qui sont irréguliers dans des assemblées constituent à siéger au nom d'un compromis qui ne dit pas, d'une compromission qui ne dit pas son nom, et même l'histoire de la double nationalité. Je reviens, je ne suis pas concerné, mais je crois que c'est... Je ne trouve pas normal qu'on puisse considérer que le Congolais ne doit avoir qu'une seule nationalité. C'est une richesse. Allez en Europe, allez-y voir combien de Congolais, grâce à... Je vais simplement terminer si vous permettez. Combien de Congolais, grâce à la double nationalité, sont devenus des savants, sont devenus des grands ingénieurs et qui peuvent nous apporter quelque chose à qui on ferme la porte. J'ai fait plusieurs émissions sur la question. Mon point de vue et le vôtre sont... je crois que nous sommes ensemble sur ce point-là. Mais revenons quand même à la question qui nous concerne. Évidemment, certainement, on vous a dit que vous n'êtes pas fair-play, qu'il faut savoir perdre et passer le flambeau. On vous l'a certainement dit. Et qu'est-ce que vous leur répondez à ceux qui vous disent ça? Je ne représente pas des Yonkusu, je représente la majorité présidentielle. C'est la famille politique du chef de l'État, dont il est l'autorité morale. Qui peut perdre une élection? Okay. Pourquoi j'ai fait cette introduction? C'est simplement pour vous dire qu'après le premier tour, étant un peu instruit en matière de sciences politiques, j'avais considéré que je pouvais, moi, désister. Et j'ai proposé, soit lui, le rebelle, désiste, soit moi. On m'a dit non. Et ça, je l'ai fait devant le secrétaire général de la MP, le président de l'Assemblée nationale, monsieur l'honorable Aubin Minango, devant son adjoint, l'honorable Molicho, devant l'ancien secrétaire exécutif, mon grand frère, que j'appelle affectueusement Mbuta Koyagialo, devant Wivin Moleka, devant Mama Mienze. Ce sont quand même des personnalités du PPRD. Et j'ai proposé cela, on m'a dit non, vous continuez. Devant les rebelles, vous n'abdiquez pas. Je continue jusque là où je suis. C'est vrai qu'au Congo, des choses comme ça, les gens ne sont pas habitués à les dire. Mais j'avais proposé, soit ils désistent, moi je désiste. On me dit, vous ne désistez pas. Donc si je comprends bien, par conséquent, j'ai continué. Il y a un combat, je peux dire un combat de principe, dans lequel vous et la majorité sont aujourd'hui engagés. Quel est, à votre avis, l'issue de ce combat? Vous voulez obtenir quoi? La révision de la Constitution, la validation, enfin l'annulation de ces élections, ou bien qu'on revienne aux élections? Qu'est-ce que vous voulez obtenir en réalité? De la Constitution et l'annulation et les conséquences qui en découlent. Le respect de la Constitution et les conséquences qui en découlent. Voilà dit en français propre. Très bien. Alors, vous l'avez dit et c'est de votre droit de le dire parce que vous êtes un homme responsable, un homme politique. Alors, essayons d'aller de l'avant. Vous avez soulevé une question de fond et il ne me reste pas beaucoup de minutes pour pouvoir en tirer les leçons. La question du respect des textes et de la culture des textes. Vous touchez du doigt la problématique dans notre pays. Pensez-vous que nous sommes bel et bien engagés dans cette culture-là? Si on n'est pas encore engagé, il faut commencer, mais je pense qu'on a déjà commencé. Vous savez, il faut prendre le Congo d'où nous venons. Quand nous arrivons en 1997, avant le changement de l'ordre institutionnel, nous venons d'où? La transition. Moi, j'ai toujours salué les acteurs principaux de la transition, le président de la République notamment, et ses 4 vice-présidents. Et aussi la Constitution de la Troisième République, la Constitution qui nous régit aujourd'hui. Donc s'il y a quelque part de personnes qui essayent de jongler avec nos textes, notamment avec la Constitution, ils doivent arrêter. Un moment, ça doit se déclencher. Un moment, ça doit se déclencher. Vous avez certainement entendu des gens dire il ne faut pas trop de juridisme, il faut faire de la politique. Quelle perception vous avez de ces paradigmes-là? Je vais vous dire, pas faire du juridisme, mais faire de la politique. Je voudrais vous dire ici, cher ami, le non-respect de l'article 110 de la Constitution, c'est ça qui avait poussé beaucoup de gens à réclamer les élections. Parce que c'était le seul moyen pour eux, pour certains d'entre eux,
et non des moindres, parce qu'ils sont présidents des commissions, d'échapper à l'invalidation. Comme ça, ils devenaient ministres. Vous voyez, c'est mon conseiller politique qui a les termes qu'il faut. Il dit les complots. Les complots ourdis contre les institutions de la République. Même pas contre moi, contre les institutions de la République. C'était parti de là. Vous verrez les principaux acteurs étant en train de se préparer pour se positionner. Donc nous devenons ministres, pas avec Deyon Koussou, parce que moi je suis de tel territoire et que là-bas Deyon Koussou a déjà un inspecteur de finances comme ministre du budget. Je risque de rester à l'Assemblée et donc, par conséquent, perdre. Donc, vous voyez, la démarche politique, l'approche politique est faite même sur de fausses bases. Donc, si je comprends bien, la démocratie parlementaire provinciale est déficitaire. Il manque des textes de fond pour que l'Assemblée provinciale joue son rôle constitutionnel. Quels sont ces textes? Mais là, vous venez vraiment me titiller parce que je suis de ceux qui pensent qu'il faut changer les institutions provinciales, leur organisation, leur fonctionnement. Il faut les changer. Il faudrait qu'on ait un... Je ne m'arrête même pas au nom, mais je voudrais que désormais les gouverneurs et les vice-gouverneurs soient des élus provinciaux. Il ne faudrait plus qu'on aille chercher... Donc, tel que ça fonctionne aujourd'hui, on peut même avoir quelqu'un aux États-Unis, comme on a connu à la présidentielle en 2006, en Belgique, qui au moment, à la faveur des élections, revient la veille même et il est candidat. Non, j'ai beaucoup de respect pour les acteurs provinciaux. Mon cher ami, c'est du travail. Ce sont des petits pays que nous sommes en train de diriger. Et ça ne s'improvise pas. Pourquoi j'ai dit ça? Si vous pouvez me donner 2 minutes. C'est-à-dire que les gouverneurs et les vice-gouverneurs... Et moi, j'ai fait même une proposition. Suivez-moi bien. Je voudrais qu'on ait un gouverneur qui peut être nommé par le président de la République après avoir consulté les premiers ministres, après que ces derniers aient défendu son dossier devant une commission d'experts. Pour qu'on ne prenne... Permettez, pour qu'on ne prenne plus des amateurs. Deuxièmement, je voudrais des vice-gouverneurs qui représentent les districts. C'est une nouveauté, il faut vous accrocher pour me suivre. Des vice-gouverneurs qui vont représenter des districts. C'est une aberration que d'avoir 26 provinces. C'est inutile. Vous prenez la province du Kasaï occidental avec 400 000 $. Vous voulez faire quoi si vous divisez ça par 2? Vous voulez faire quoi? Rien du tout. Alors, on met le gouverneur qui peut être nommé et les vice-gouverneurs qui travaillent, donc qui représentent leur district et les anciennes villes, notamment les Bas-Congo, auraient 5 vice-gouverneurs, 3 districts et 2 anciennes villes qui auront des attributions ministérielles. Comme cela se faisait jusqu'à la transition, il y avait 2 vice-gouverneurs, Kinshasa en avait même 3, et vous mettez un organe purement qui serait plus ou moins consultatif, élu comme nommé. Élu comme nommé. C'est-à-dire que ces gens-là viennent... Parce que quand vous mettez des motions de censure, on sait à quoi cela a donné lieu. Je suis un ancien député provincial. Je vous assure, cela donne lieu à un système qui n'est pas bon. Vous voyez, je suis même poli, je me tais. Évidemment, les débats est ouvert. Hein, vous avez certainement touché du doigt un autre dossier parce que dans d'autres provinces, les assemblées ne fonctionnent pas aussi bien. Il y en a d'autres qui sont fermés d'ailleurs aujourd'hui. Là, c'est une autre question. Alors, je voudrais... Permettez, sans même vous couper, ne fonctionne pas bien parce que l'article 110 n'a pas été respecté. Très bien. Alors, je vais vous poser peut-être 2 dernières questions parce que, en attendant que la Cour suprême ne décide de votre requête, parce qu'il faut qu'elle se décide, et la province doit être gérée au quotidien, la confiance du peuple doit être rétablie. Avez-vous conscience que pour ceux qui pensent peut-être que vous vous accrochez, ils sont impatients de vous voir partir et que vous avez des actes à poser pour traverser la contradiction électorale qui arrive? Parce que la gestion, elle est unique. Vous gérez au nom de l'État, même si vous vous présentez pour un camp, votre gestion doit être impartiale. Alors, vous avez conscience de cela, qu'il faut absolument que la cohésion dans la province redevienne? Je suis le gouverneur de tout le monde. Je suis le serviteur de ma province. J'insiste sur le mot serviteur que j'utilise depuis 2004. Je suis d'abord serviteur et je dois servir tout le monde. Moi, je n'ai pas d'origine. Je sais simplement que je suis du Bas-Congo. Je suis congolais de la province du Bas-Congo, du district de Cataracte,
territoire de Mbanzangungu, secteur de Ntimanti, mais en réalité, je n'ai pas d'origine. Je suis simplement congolais. Et je travaille pour le bonheur de notre population. Ceux qui m'ont déjà vu à l'épreuve, et ils savent que quand je dis congolais, j'ai pris une part active dans la mise en place du péage. Vous pouvez vous renseigner. Vous pouvez sortir les images, vous êtes journaliste à la télévision. Pour le compte du Bas-Congo, c'est moi que le gouverneur Tsassa, à l'époque, avait mis en évidence simplement parce que j'étais chargé de l'économie, des finances et du développement. Et que ces dossiers-là, je l'avais géré avec Malta Forest. Donc c'est un projet national. Je m'en réjouis aujourd'hui que de routes dans la ville de Matadi, l'Impomposo, vous l'avez vu, et même les boulevards a pris un peu d'argent là-dessus. Donc quand je dis je suis congolais, quand je vois ça, je me dis je suis fier d'avoir accompli d'abord quelque chose qui tenait à cœur le président de la République, M. Joseph Kabila Kabange, parce que ce péage n'a pas existé. Hein. Si cela a existé, n'a pas donné les résultats que nous avons aujourd'hui en matière de financement, voilà, des ressources propres. Je crois que l'ambition que j'avais au début de cette émission, c'était de vous comprendre, de comprendre quel est le ressort de votre action, de comprendre aussi quelle est votre vérité par rapport à tout ce qui s'est dit. Maintenant, nous allons terminer l'émission. Je suppose que vous avez donné le maximum de ce que vous pouvez donner dans ces dossiers. Nous n'entrons pas dans les dossiers de justice lui-même, parce que comme vous avez confié cela à la Cour suprême de justice, nous devons de respecter cette procédure. Mais la politique, c'est un champ de conviction et de foi et d'espoir. Le peuple qui vous écoute, celle du Bas-Congo, indépendamment de l'action que vous avez menée, quel message vous avez pour ce peuple? Mais aussi, surtout, pour les dirigeants de notre pays, parce que vous avez soulevé une question qui traverse les provinces, qui traverse les classes sociales et qui touche le leadership dans le pays, leadership ici des institutions. Je suis très content pour cette question qui ne ressemble pas à de la philosophie politique. D'abord, moi, je veux faire une révélation. Je suis aujourd'hui au PPRD. Le PPRD, c'est un parti social-démocrate. La social-démocratie, c'est le compromis. La gestion, pas la compromission, la gestion par le compromis. Les classes sociales, entre les travailleurs et nous-mêmes. Est-ce que nous sommes vraiment cela? Je voudrais, quand vous avez un référentiel politique, un référentiel culturel, il faut, dans la démarche, se coller à ces référentiels. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. L'UDPS, c'est social-démocrate, le PPRD aussi. Vous comprenez? Mais est-ce que nous sommes de vrais sociodémocrates? Moi, c'est là où je mets mon doigt. Je voudrais que le parti où j'ai adhéré depuis quelques temps, parce que j'ai eu quand même un transfert important, je crois, je voudrais que ce soit vraiment un parti social-démocrate, où on ne va pas nous coller l'étiquette des petits bourgeois, les gens qui se contentent de leur Mercedes, de leur belle voiture, de leur belle villa. Il faut que les travailleurs nous sentent, il faut qu'ils sentent que nous sommes à côté d'eux. Quand je suis devant la SINAT, je pense à tous ces importateurs qu'on n'aurait pas dû laisser importer du ciment comme ça, indéfiniment, alors qu'il y a des travailleurs congolais qui sont à la SINAT. Voilà comment fonctionne un social-démocrate. Un social-démocrate, quand le président de la République donne des instructions qui vont dans le sens de servir la population, on se dit, comme je vous ai dit pour le péage, pour d'autres projets auxquels j'ai été associé. Il faut que l'on soit beaucoup plus proche de la population, mais pas parler trop souvent de la population et ignorer cette population. Quand vous regardez tous les partis politiques, je comprends ceux qui sont des libéraux. Là, c'est d'abord l'économie, vous voyez un peu. Mais je voudrais que le PPRD soit un parti vraiment social-démocrate et que nous nous battions pour les valeurs de la République et que la fondation, notre fondation, c'est notre constitution. Ce n'est pas un tabou. Quand il y a des articles qui ne sont plus adaptés aux circonstances, à l'actualité ou à l'histoire de notre pays,
il faut les modifier. Il ne faut pas les laisser dans les tiroirs, espérant que personne ne viendra les lire. Merci beaucoup, honorable Léon Koussou, monsieur le gouverneur. Merci surtout d'avoir accepté cette interview. Ça n'a pas été facile, il faut le reconnaître. Vous n'êtes pas un homme à obtenir facilement et à asseoir dans un siège et à répondre aux questions. Merci de m'avoir honoré de cette interview, surtout d'avoir permis à tous ceux qui aiment ce pays et qui voudraient le voir évoluer, de comprendre votre démarche, de la situer dans l'histoire politique de notre pays, mais surtout aussi de la situer dans la marche de notre démocratie. La démocratie, c'est les débats, c'est la contradiction. Mesdames et messieurs, c'est donc par ici, en remerciant mon invité, que je mets un point final à ce droit à la parole. Vous l'avez compris, nous sommes allés au cœur de cette question, même si nous laissons à l'histoire de nous révéler la suite qui sera donnée à ce débat. Au moins, l'invité d'aujourd'hui a eu le courage d'exprimer son point de vue. Merci et à la prochaine.